Elle était l'une des plus belles femmes du monde, une star à Hollywood et un génie dans l'ombre. Une femme qui a conçu des inventions que tu utilises aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Tu penses connaître Hedy Lamarr? Prépare-toi à être surpris. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante d'une femme que beaucoup connaissent pour son visage angélique. Mais peu savent qu'elle a aussi laissé une empreinte scientifique incroyable. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un épisode de crime du soir, c'est pas un épisode de beauté à tout prix et c'est pas un épisode de légende des secrets non plus. En fait, il y a quelqu'un dans les commentaires, je me souviens plus de son nom, alors je mettrai son commentaire juste là. Cette personne m'a suggéré de faire cette vidéo sur Hedy Lamarr et je me suis dit oui en fait. Et dis-toi que j'ai tellement aimé préparer ce script et aussi en apprendre plus sur elle que je me suis dit que désormais, une fois par mois, on parlera d'une femme connue ou pas d'ailleurs, qui a révolutionné le monde et dont on ne parle pas assez. Donc je sais pas si on va donner un nom à cette série ou pas, de toute façon ce sera comme je vous l'ai dit un épisode dans le mois parce que c'est des heures de recherche. Mais voilà, je trouve que c'est grave cool comme concept donc du coup on fera ça. Voilà. Donc aujourd'hui il n'y a rien à boire, il n'y a pas de prends ton thé ou ton cocktail, moi j'ai de l'eau. Donc bois ton litre d'eau et assis-toi quoi. Bon, Hedy Lamarr, c'est parti. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo sur elle? Je vais pas te mentir, je la connaissais pas avant qu'on me demande de faire une vidéo dessus. C'est la honte, je sais, j'ai pas beaucoup de culture. On essaie de s'en sortir en fait. Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Eva Maria Kiesler, rien que ça, est née le 9 novembre 1914 à Vienne, en Autriche. Hedy grandit dans une famille bourgeoise juive. Son père, Emil Kiesler, était un banquier très cultivé et passionné de technologie. Sa mère, Gertrude, était pianiste. Dès son plus jeune âge, Hedy va montrer des signes d'intelligence et de curiosité. À l'âge de 5 ans seulement, elle démontait des boîtes à musique pour comprendre leur fonctionnement. Genre elle les démontait et après elle s'amusait à les remonter. Toi, tu faisais quoi à 5 ans? Moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on faisait à 5 ans nous? Moi, j'étais pas en train de démonter des boîtes, hein, ça c'est sûr. Bon, tout ça pour dire que depuis toute petite, elle va montrer un intérêt pour la mécanique, la technologie, la science. Et malgré son jeune âge, elle rêve déjà de construire des choses qui pourraient venir en aide aux autres. Jusque-là, tout va bien. Mais je te rappelle qu'on est en 1920. Donc les femmes, c'est à la cuisine et c'est pas en train d'essayer de bricoler des trucs. À cette époque-là, il n'y a pas d'école pour les filles. Et certainement pas pour devenir ingénieure. Non mais ça va pas ou quoi? Elle va donc se tourner vers une industrie où les femmes sont appréciées. Le cinéma. Elle participe à des concours de beauté et très rapidement, elle va se faire remarquer dans le milieu du cinéma autrichien. À 16 ans, elle décroche son premier rôle dans le film... Oula, attendez, ça fait longtemps que j'ai pas saccagé la langue de quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêts? Geld of der Strabe. Geld of the Strabe. Je l'écris là, en 1930. Yeah. Mais c'est en 1933, avec le film Extase, qu'elle fait véritablement sensation. Le film est controversé, il est d'ailleurs interdit dans de nombreux pays, car Hedy apparaît nue dans plusieurs scènes, et ça à l'époque, ça passe pas trop quoi. D'ailleurs, elle va clairement regretter d'avoir joué dans ce film, vous allez voir après. Et du coup, forcément, elle s'est fait connaître internationalement. Fuyant l'Europe et le régime nazi, Hedy quitte l'Autriche en 1937, après avoir épousé un riche marchand d'armes, qui vendait des armes à Hitler. Ouais. Avant qu'il devienne Hitler, genre fou, tu vois. Mais quand même, tu voyais pas déjà qu'il y avait un petit... Non? Bon, son mari s'appelle Fritz Mandl. Un mariage très malheureux, clairement il l'enferme, il ne la laisse pas sortir, il est aussi très jaloux du film, très jaloux, comment dire, il veut pas du tout que tout le monde ressasse ce qui s'est passé avec ce film Extase, et donc en fait il la garde clairement enfermée dans son château et l'empêche complètement de continuer sa carrière d'actrice. Par contre, une chose de bien qu'il va faire, c'est l'emmener à ses réunions d'affaires. Réunions où ça parlait de technologie, comme je vous l'ai dit, il vendait des armes, donc technologie d'armement, etc., guerre, machin. Et Hedy, elle était pas juste là pour faire joli à côté de son mari, hein. Elle écoutait et elle prenait des notes. Ce qui veut dire que pendant 5 ans de mariage, elle a appris énormément de choses. C'est comme si elle avait fait un master, la meuf, quoi. Oui, j'ai bien dit 5 ans de mariage parce qu'à l'âge de 23 ans, elle va fuir. Bon, déjà, être juive en Europe à cette époque, pas ouf, hein, parce que les tensions commencent à monter. Et en plus de ça, elle réalise que si elle reste là, elle va clairement être la marionnette de son mari pour toute sa vie. Et ça lui plaît pas du tout. Elle va donc élaborer un plan pour se sauver. Étape 1, droguer la servante. Elle a écrasé des somnifères pour en faire une poudre et la verser dans la boisson de sa servante. Elle a ensuite attendu qu'elle s'endorme avant de lui retirer ses vêtements et de les mettre sur elle. Vraiment, on dirait un film tellement c'est n'importe quoi. Après s'être habillée comme la servante, elle va lui voler son vélo pour se sauver. Et elle est tellement intelligente, j'aurais jamais pensé à ça. Elle va découper la doublure de son manteau pour pouvoir y mettre quelques affaires personnelles, des bijoux luxueux qu'elle avait, un peu d'argent, etc. De cette manière, si jamais la police l'arrête, on sait jamais en vrai, ils la prendront pas pour une servante voleuse, tu vois.
Très intelligente, notre petite Eddie. Elle se rend à Londres, pas en vélo, je suppose qu'elle a dû prendre l'avion ou... Non, mais non, attends, il n'y avait pas d'avion à cette époque. Le train? Non, il n'y avait pas encore le tunnel sous la Manche. Le bateau, je sais pas. En tout cas, elle se rend à Londres et lors d'une soirée, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il s'agit du producteur Louis Mayer, le grand patron de la MGM, tu sais, le lion là. Il est séduit par sa beauté et va tenter de la persuader de venir tenter sa chance à Hollywood pour 125 $ la semaine. Le rat. Après, je sais pas si à l'époque c'était beaucoup, mais 125 $ la semaine, je vais faire quoi avec ça? Mais Margot Eddy connaît sa valeur et elle refuse. Mais elle ne va pas lâcher l'affaire pour autant. Elle va faire en sorte de se retrouver dans le même bateau que lui en direction des États-Unis. Et là, encore une fois, c'est une scène de film, le truc. Faites un film sur cette meuf, en fait, elle est iconique. Elle se prépare, met ses plus beaux bijoux, sa plus belle robe. Elle aperçoit Louis dans un coin du bateau, assis à une table avec des amis. Et là, elle lâche sa meilleure démarche. Elle se pavane un peu en mode... tu vois. Il l'approche parce que clairement on voit qu'elle dans la pièce et il l'invite à passer la soirée avec lui et ses amis. Le courant passe bien, ils deviennent amis et Eddie va lui dire: tu te souviens quand tu m'avais proposé 125 $ par semaine? Eh ben si tu me donnais 500 $ par semaine, j'accepterais. Et Louis va dire oui. Comme quoi faut pas hésiter quoi. Elle est passée de 125 $ à 500 $ par semaine. En 1937 en plus 2000 $ par mois. Je m'y connais pas mais je suis sûre que c'est énorme genre. Le seul truc que Louis va lui dire c'est que son nom de famille ne fait pas du tout Hollywood et qu'il va falloir le changer. Il va donc lui proposer le nom de famille Lamar et elle va accepter. Bon, il pose le pied sur le pays du mac and cheese et c'est pas vraiment l'American Dream en fait. Louis n'arrive pas à lui trouver du travail à cause de son apparence et de sa réputation. Toujours à cause de ce film là, Extase, qu'elle avait fait en 1930, je sais plus quoi là, ça date de fou en fait. Mais tout le monde garde cette image d'elle, de cette fille un peu dévergondée, un peu voilà. Et là, notre Goedi, elle va paniquer parce qu'en fait, si elle ne travaille pas aux États-Unis, ils vont la renvoyer en Europe. Et encore une fois, être juif en Europe à cette époque, pas ouf du tout. Louis va alors la prêter à un autre producteur. Ça se fait, c'est un peu comme dans le foot aussi en fait. On peut prêter ses actrices, je savais pas. Et je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, à cette époque-là, oui. En 1938, elle décroche son premier rôle à Hollywood dans le film Alger. Elle devient rapidement une icône de l'âge d'or du cinéma, enchaînant des rôles dans des films à succès, comme Samson et Dalila, ou encore Comrade X. Mais même en plein succès, Eddie va se lasser de ce rôle de femme fatale et tout, ça la saoule en fait. C'est pas ce qu'elle aime de base. Elle fait ça vraiment... C'est un taf alimentaire pour elle en fait. Et peu de personnes savent ça, mais entre les tournages ou quand Eddie finissait sa journée et rentrait chez elle, elle s'adonne à sa véritable passion, la science. Loin des caméras, Eddie se plonge dans l'étude de la technologie et notamment des systèmes de communication. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est profondément affectée par le conflit et elle souhaite contribuer à l'effort de guerre malgré le fait qu'elle ne soit pas américaine encore. En collaboration avec le compositeur George Antheil, elle va développer un système de transmission sans fil qui serait beaucoup plus sécuritaire et qui permettrait de guider les torpilles à distance. Le duo va donc concevoir ce qu'on appelle le saut de fréquence. C'est une technologie avant-gardiste destinée à empêcher les ennemis de brouiller les communications. Leur invention va être brevetée en 1942, mais la marine américaine ne va pas l'utiliser immédiatement. Et d'ailleurs, ils pensent un peu que genre c'est George qui l'a créé et que il a dit que c'était Eddie qui l'avait créé pour que ça fasse un peu bien et que... Tu sais, pour le marketing, en gros, genre, ouais, c'est une femme qui a fait ça, mais ils y croient pas du tout et ils la prennent pas du tout au sérieux. Et ça va vraiment lui faire du mal à Eddie. Ce n'est que bien plus tard que cette technologie servira de base à des inventions cruciales, comme le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Qu'est-ce qu'on ferait sans Eddie, finalement? Malheureusement, elle n'obtient aucun crédit à cette époque pour cette contribution qui est quand même majeure, oui. En 1958, elle prend sa retraite officielle, fini l'acting. Petit fun fact, Eddie a été mariée 6 fois au total dans sa vie. Elle croit en l'amour, en tout cas, on peut pas lui enlever ça. Bon, à cette époque, elle était mariée à son 5e mari, Lee Howard, qui était un pétrolier multimillionnaire. Très sprinkle, notre petite Eddie, en fait, elle aime les hommes qui ont de l'argent. Elle a eu 2 enfants avec lui et il s'avère qu'en fait, il était alcoolique, violent, tout ce que tu veux, enfin, flemme en fait. Elle va donc demander le divorce. As she should. Pendant les démarches pour le divorce, Tony, son fils, va avoir un grave accident. Il va se faire percuter par une voiture alors qu'il était en vélo et il a clairement
vraiment frôler la mort en fait. Eddie est complètement dépassée, son fils c'est la prunelle de ses yeux, logique, et elle ne se sent pas du tout d'aller au tribunal pour témoigner concernant le divorce et tout. Enfin, tout ça c'est le cadet de ses soucis en fait. Elle est inquiète pour son fils. On peut la comprendre. Mais cette femme, et quand je vous dis, elle me termine, elle est trop forte. Vu qu'elle veut pas y aller, elle va envoyer sa doublure. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Le juge, quand il va la voir, va se dire non. Non, c'est pas toi. Et il va la punir en réduisant le pourcentage de ce qu'elle devait récupérer de son mari. Voilà, tout ça pour ça. Elle tombe en dépression et je sais que tu te poses la question, son fils va bien, finalement il s'en est sorti, Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a un peu un insight sur la fin de vie de Eddie parce que on la voit plus du tout à la télé ou quoi que ce soit. Et il va raconter un épisode très étrange qui lui est arrivé avec sa mère. Un jour, Eddie aurait fait tomber une fourchette par terre. Quand elle s'est levée pour ramasser la fourchette, elle lui aurait foutu une grosse gifle et lui aurait dit quand je fais tomber quelque chose, tu le ramasses en fait. Ok girl. D'ailleurs à ce moment-là, elle va se marier à nouveau, du coup avec son 6e mari, un mariage qui va durer 19 mois. Well. Mais on va se rendre compte que son changement de comportement est peut-être justifié. Eddie était en pleine détox. Et elle ne le savait même pas. Max Jacobson, médecin des stars, ou plutôt dealer des stars, ce petit coquin, il donnait de la méthamphétamine aux stars en leur disant que c'était des vitamines. Donc en fait, pendant 20 ans, sans le savoir, elle était droguée à la méthamphétamine. Et forcément, quand elle a arrêté sa carrière, il a arrêté de lui en donner. Et donc, elle était en sevrage, enfin, elle était en détox, en fait, la meuf. Bien évidemment, il a été mis à pied et tout, mais genre, ça avait fait une grosse histoire, parce que du coup, toutes les stars, les acteurs en tout cas, et les actrices hollywoodiennes, étaient droguées à la meth. Yeah. Bon, après ça, on va entendre parler d'elle. Elle volait dans les magasins. Elle aurait volé dans un magasin des trucs débiles en plus, genre un bikini, un costume ou je sais pas quoi, des serviettes, enfin, girl, what the fuck. Et le pire, c'est qu'elle avait 14 000 $ sur elle quand elle a volé. Donc pourquoi tu voles en fait? T'aurais pu te payer ça avec tes 14 000. Enfin, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un petit problème avec elle, quoi. Bien évidemment, ça a fait le tour des news. Tout le monde était choqué. Pourquoi elle est riche et elle vole? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un an après, rebelote, encore attrapée en train de voler. Et à l'âge de 78 ans, elle sera arrêtée une énième fois pour avoir volé des laxatifs et des gouttes pour les yeux. Bon, enfin un peu de positif. Dans les années 90, elle sera enfin reconnue comme une pionnière dans le domaine des télécommunications. En 1997, elle reçoit le prix pionnier de l'Electronic Frontier Foundation, une reconnaissance tardive mais méritée en fait. Bravo Eddie. Moi je suis fière de toi. Si Eddie Lamar était avant tout une femme d'une intelligence exceptionnelle, elle était aussi profondément marquée par son image publique. Pas besoin de vous dire qu'à Hollywood, la pression pour le physique, pour l'apparence, pour la jeunesse, ça doit être un truc de fou. Et comme beaucoup d'actrices de son temps, elles vont commencer à s'inquiéter parce qu'elles prennent de l'âge en fait. Logique, naturelle. That's how it's supposed to be, baby. Elle a donc recours à plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour retrouver un peu son apparence jeune. Bien évidemment, non, en fait, c'est raté. Enfin, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que... Girl, no. Donc bon, le plan n'a pas fonctionné. Et à la fin de sa vie, Eddie vit reclus. Clairement, même les membres de sa famille n'ont pas vraiment de nouvelles d'elle, à part au téléphone de temps en temps. Elle évite un maximum les apparitions en public. Et c'est vrai que sa relation avec la beauté est clairement paradoxale, en fait. Elle était à la fois prisonnière et victime de ça. Dans un entretien, elle dira même « N'importe quelle femme peut paraître glamour. Il suffit de rester immobile et d'avoir l'air stupide. » Ok. Le 19 janvier 2000, Eddie Lamar s'éteint à l'âge de 85 ans. Mais elle laisse derrière elle un héritage impressionnant, à la fois comme une icône hollywoodienne et aussi comme une pionnière des télécommunications. Ouh, quel épisode, waouh! Eddie m'a go en fait, je l'aime trop cette femme, elle est géniale. Franchement, c'est vraiment une inspiration pour nous toutes. J'ai vraiment aimé le passage où elle lui dit 125 $, c'est pour manger à loco en fait. Genre, donne-moi 500 $ et je te suis où tu veux. Et aussi juste, enfin... Meuf, depuis petite, elle avait ce rêve, elle l'a poursuivi et à la fin, enfin, alors elle voulait juste un peu de reconnaissance quoi. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like et un commentaire. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir. N'oublie pas de t'abonner et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!